Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de la Rome numérique. Avant toute chose, très bonne année 2026 à vous. Comme vous le savez, à la Rome numérique, on n'accompagne pas uniquement en protection des données à caractère personnel, on fait aussi de l'élaboration de dispositifs de sûreté et de l'évaluation de ces dispositifs pour accompagner des porteurs de projets, notamment dans le secteur public, sur l'intégralité du périmètre d'évaluation des dispositifs tant réglementaires que organisationnels. Un sujet qui est très ancré dans le monde réel. Et pour parler du monde réel et de la sûreté, la sécurité des schémas directeurs, des bureaux d'études, de la sécurité des bâtiments, des lieux sensibles, eh bien j'ai le plaisir d'accueillir Gwenolé qui travaille chez Altesia. Est-ce que tu peux nous présenter ton poste et Altesia, s'il te plaît? Bonjour Ariana, bonjour à tous, bonne année à tous. Effectivement, donc moi je suis Gwenolé Le Goudevez, je suis le directeur du bureau d'études d'Altesia. Nous, on accompagne des grands donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés, dans leurs opérations de transformation, de création, de rénovation. Donc ça peut être des campus, des stades, des bâtiments tertiaires, mais également des équipements publics dans les zones de la vie courante pour la sécurisation du domaine public. Est-ce que tu peux brièvement expliquer ce que c'est qu'un bureau d'études? Quand est-ce que ça intervient dans un projet? Parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui se disent « mais pourquoi on prendrait un bureau d'études? Je sais ce que je veux, je le commande et puis voilà, je l'installe, je mets mes caméras et fin de l'histoire. » Alors nous, on se qualifie comme bureau d'études multitechnique, c'est-à-dire que on traite la technologie qui échange de la donnée. Ça peut être du réseau, de la sûreté, de la vidéo, le contrôle d'accès, de l'intrusion, mais également l'audiovisuel au sens large. Nous, on considère que un bureau d'études apporte une plus-value au client dès le départ, dès la conception du projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut poser les bases de la mission, bien comprendre le besoin et en conséquence de ça, de pouvoir concevoir une solution qui soit conforme à 100% à l'envie soit de l'investisseur, soit du décideur public, afin de rendre un service aux utilisateurs ou aux exploitants. Et donc, le fait de prendre du temps au départ, en tous les cas de se poser, de pouvoir maturer un projet pour rendre une promesse qui soit sympa, enfin qui soit fluide et qui réponde aux besoins à 100%, c'est important de le traiter dès le départ. Est-ce que c'est pas un des premiers enjeux justement, la définition du besoin? Là, on arrive sur une période préélectorale où le besoin qui est l'amélioration ou en tout cas l'augmentation d'un sentiment de sécurité, ou même on entend beaucoup parler de lutte contre la criminalité. Est-ce que déjà l'enjeu de la définition du besoin, c'est pas la première brique et le premier travail sur lequel vous devez intervenir? C'est l'élément fondamental parce qu'en fait, de la définition du besoin va découler un certain nombre de solutions. Mais maintenant, le besoin, c'est la promesse quelque part. C'est ce pourquoi soit le politique, soit l'investisseur va mettre de l'argent sur la table par rapport à d'autres arbitrages, parce qu'il doit quelque part transformer la vie, transformer les habitudes ou apporter des solutions à des problématiques réelles, concrètes. Donc, cette définition du besoin, elle est extrêmement importante. Aussi parce qu'à travers celle-ci, on peut faire évoluer les choses de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus disruptive. L'objectif, c'est pas de reproduire ce qui existe, c'est pas juste de rajouter, par exemple, si on parle de vidéoprotection, des caméras. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Le but, c'est de pouvoir changer le prisme et d'apporter des solutions novatrices, parce que aujourd'hui, les technologies accompagnent de manière beaucoup plus forte, grâce à l'IA notamment, la perception de l'environnement public, la détection des alarmes, de faits un peu suspicieux. Et donc, pour pouvoir aboutir à des solutions novatrices de ce type-là, il faut en amont convaincre les décideurs, les sponsors, du bien fondé de la démarche. Alors, les sponsors et les décideurs, mais également les personnes concernées, parce que on le voit là sur les exemples que tu donnes. Nous, l'enjeu et qu'on a également à la Rome numérique, c'est d'abord l'explicabilité des dispositifs, l'adhésion au dispositif, avoir un sponsor, mais qui est pas uniquement au regard de l'autorité. Si on prend notamment des communes, on va pas uniquement aller chercher un sponsor au niveau communal. Il faut aussi avoir expliqué la démarche. Il faut qu'il y ait une certaine adhésion aussi. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, tu as raison, parce que le fait de bien poser les bases en fait de l'enjeu, de définition du besoin et finalement de la promesse qu'on fait, ça va être un élément fondamental pour pouvoir
intégrer toutes les composantes du projet qui sont multiples, et c'est un des enjeux aussi pour la bonne réalisation du projet ou des missions, à un objectif commun. Et donc c'est pour ça que le besoin il est fondamental, parce que c'est une façon aussi de pouvoir intégrer, motiver les différentes parties prenantes de manière transverse dans une promesse commune. Et donc finalement qu'ils y voient eux leur intérêt, pas personnel, mais leur intérêt contributif à une cause collective. Oui. Ce que tu évoques là, enfin, nous, c'est l'enjeu primordial qui est de rompre le silo et d'arriver à mettre tout le monde autour de la table. On le voit sur les projets sur lesquels on intervient. Parfois, on a du mal à réunir les acteurs parce qu'ils sont chacun dans leur précaré, qu'il y a aussi parfois des guerres d'ego. Ça peut flinguer complet un projet. Et aujourd'hui, je veux bien une astuce, si t'en as. Alors nous, on en a développé quelques-unes, notamment autour des approches un peu ludiques, un peu disruptives, au lieu de toujours se retrouver aux mêmes endroits, penser à délocaliser les réunions pour arrêter d'être dans des endroits qui sont finalement pas très neutres d'un point de vue des acteurs qui viennent se réunir autour de la table. Penser à aller aussi beaucoup plus sur le terrain que de rester dans des endroits feudrés comme des salles de réunion. Est-ce que toi, tu as des astuces que tu pourrais, en tant qu'animateur de projet et chef de projet, est-ce qu'il y a des astuces que tu pourrais nous partager? L'astuce première, c'est qu'il faut toujours fédérer les équipes. Donc, se dire, mais de quelle manière on peut collaborer et que ça soit sympa, fluide, que ça soit pas vécu comme une contrainte, mais comme une co-construction transversale avec toutes les parties prenantes et que chacun y trouve un intérêt, y compris d'intérêt personnel, intellectuel, à pouvoir faire bouger les lignes. Donc, la première brique de mon point de vue, c'est de coaliser l'ensemble des parties prenantes à travers un kick-off, une réunion sympa qui peut avoir différentes formes, pour que justement tout le monde se sente partie prenante du bateau, être dans le bateau. Ça, c'est important. Donc, on donne l'objectif et là, on définit les rôles en disant, bah voilà, moi j'ai besoin de toi sur tel aspect parce que aujourd'hui les projets sont de plus en plus complexes, de plus en plus vastes. Précédemment, on pouvait le traiter juste sur le plan technique, sur le plan sécuritaire, sur le plan informatique. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que les projets sont plus complexes. Donc, on a besoin de plusieurs leviers. Et il faut faire passer l'image et l'idée que seul, on n'y arrivera pas, mais c'est la conjugaison des forces et la plus-value de chacun qui va faire qu'on va aboutir collectivement à une solution dont on va tous être fiers. Et donc, le côté inboarding du projet avec une certaine fierté et un intérêt, c'est fondamental. Et donc, ça, c'est le premier levier pour pouvoir faire en sorte de mettre finalement une équipe qui soit contente de travailler ensemble. Le deuxième point, moi, que je vois pour pouvoir aboutir, c'est qu'il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. C'est-à-dire qu'il faut définir au départ une règle du jeu, elle n'est pas forcément stricte, mais une règle du jeu pour pouvoir échanger, communiquer à intervalles réguliers, pour que chacun qui contribue puisse déjà participer aux échanges, aux débats, poser ses problèmes, parce que quelquefois, il peut y avoir des difficultés, et qu'on les résolve collectivement, parce que c'est l'intelligence collective qui fait qu'on va pouvoir aider les uns les autres. Et à partir du moment où on cède sur un projet, quand bien même il est complexe, eh bien c'est là qu'on gagne, parce que tout le monde voit l'intérêt de collaborer, la contribution, la vision complémentaire des uns des autres, sachant que sur ce type de projet, bien souvent, les acteurs sont de cultures différentes, n'ont pas le même prisme de pensée, n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc, le fait d'échanger à intervalles réguliers casse les barrières et permet justement cet échange. Il y a aussi le fait que, et là on le voit avec notamment l'adoption de l'IA dans différents outils, pas forcément au niveau de la vidéo, mais même du traitement de données, on a aussi, et ça je pense c'est important, il faut écouter les dissidents, il faut écouter les gens qui considèrent que c'est une mauvaise idée, parce que ça dit quelque chose du projet, ça dit quelque chose des freins qu'on peut rencontrer par ailleurs sur d'autres acteurs. Et notamment, ça dira beaucoup de la manière dont on peut communiquer aussi au niveau du public et des personnes concernées, notamment dans les territoires que sont les habitants, les citoyens, les collégiens dans les collèges, les lycéens, le corps enseignant, si on oui. ou même dans la protection de lieux de culte, aussi les personnes qui s'y rendent. Ça dit quelque chose, il faut l'écouter. Enfin, vraiment, nous on a des projets qui ont subi des gros freins et qui finalement ont été levés à force de réunions, de discussions publiques avec ces acteurs, parce qu'il y a besoin de rassurer aussi. Eh ben, il faut rassurer, il faut expliquer que
parce que nous, on fourmille d'idées. Donc, aujourd'hui, la technologie est tellement puissante et innovatrice qu'on peut imaginer énormément de choses. Et en vérité, la technologie n'a plus de frein. On peut faire des rendus, des informations, des analyses d'images, des analyses de données, vraiment de manière très puissante et relativement facilement. C'est ça le nouvel apport de la technologie IA, par exemple. Mais par rapport à ça, effectivement, il y a des gens qui ont des craintes qui peuvent être légitimes. Donc le but, c'est que on perçoive justement ces craintes, c'est qu'on mette en place des échanges pour pouvoir les identifier et ensuite de pouvoir y répondre de manière la plus claire et transparente possible. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir à la fois la vision technologique, mais la vision de mon point de vue réglementaire. C'est parce que bien souvent, quand on apporte des solutions et qu'on explique le cadre dans lequel on intervient, les possibilités non seulement technologiques, mais également réglementaires et législatives, qui nous permettent de faire des choses et que finalement le champ d'intervention est maîtrisé parce qu'il y aura des garde-fous, parce qu'il y aura des processus qui seront mis en place, parce que s'il y a des demandes de particuliers de pouvoir gérer la donnée personnelle, etc. C'est extrêmement important. Donc expliquer aux gens qu'on ne traite pas juste le sujet de la finalité, mais qu'on le traite dans sa globalité avec des garde-fous. Ça, c'est super important. C'est aussi l'objet et l'intérêt de l'évaluation d'un dispositif au sens protection des données, analyse d'impact, qui est de toute façon nécessaire pour obtenir les autorisations préfectorales. C'est exactement l'objet de ce document. C'est bien d'arriver à confronter le projet à ses risques, à la vraisemblance de ces risques et aux risques pour les individus. Il y a toujours des irréductibles gaulois dans ces dossiers. Comment vous arrivez à les gérer ou à anticiper ou limiter l'impact, sachant qu'on ne peut pas vraiment les ignorer complètement? Alors tout à fait, il faut percevoir justement les freins ou les attentes ou les oppositions qui peuvent exister. Donc ça, c'est une question de posture aussi, d'ouverture d'esprit, d'avoir toujours les oreilles ouvertes pour pouvoir identifier les personnes qui pourraient finalement mettre des freins ou même faire des stops sur des projets. Donc ça, c'est important. Donc comment on fait? Il faut aller rencontrer les gens. Il faut mettre en place des dispositifs par rapport au territoire. Est-ce qu'il y a déjà des instances qui existent, des instances représentatives du personnel? Est-ce qu'il y a des instances avec des habitants qui existent? Donc d'aller finalement se confronter à la réalité et devoir présenter les choses, présenter le projet. À partir de là, on identifie les différentes questions qui peuvent émerger, les freins, les susceptibilités ou les oppositions. Une fois qu'on les a bien intégrés, on les intègre dans la conception. C'est-à-dire que quand on préconise des solutions, avant même qu'elles soient mises en place, eh bien, on va traiter toute la gestion de la donnée personnelle dans la réflexion, de telle manière à ce qu'on puisse, in fine, lorsqu'on proposera la solution cible, dire voilà comment on va structurer la solution de contrôle d'accès, d'intelligence sur la vidéo, d'anti-intrusion, etc. Et le projet qu'on a conçu, messieurs, mesdames, on l'a fait en ayant bien en tête la donnée personnelle, qui d'ailleurs va être traitée de telle matière, afin de finalement d'apporter une réponse concrète, pertinente, précise, pour que les gens en face puissent dire ah oui, j'ai été considéré, ils m'ont écouté. Ouais, on a été entendu. J'ai été entendu. Ils n'ont pas fait les choses avec des œillères. Ils ont été ouverts et en plus j'ai une réponse pertinente. Donc ça, c'est important. C'est le dialogue, c'est la capacité d'ouverture et finalement d'intégration des différentes oppositions et de pouvoir y apporter une réponse pertinente. Ça, c'est super clé pour nous. Alors, au-delà de la partie prenante, au-delà de ce sujet des parties qui est essentiel, et puis on n'a pas abordé, mais il y a aussi toute la question de l'intégration de l'intelligence artificielle avec l'IA Act, etc. La nécessité aussi bientôt est de mettre de manière un peu systématique des comités éthiques autour de ces projets. Il y a un sujet qu'on aborde, en tout cas pas toujours de manière systématique, mais qui est pour moi essentiel, qui est la question de l'infrastructure. Oui. Il y a plein de porteurs de projets, y compris chez nos clients, qui se disent « Ah, mais moi, mon rêve absolu, c'est finalement de laisser personne sur le carreau, super, sur mon territoire, qui est grand, parfait. Et donc, voilà, je veux un dispositif, y compris qui est pas nécessairement que de la vidéo, mais qui pourrait être aussi du contrôle d'accès avec une remontée centralisée. » Et en fait, on se rend compte qu'il y a une question qui est pas posée, qui est la vraie question de l'infrastructure. Et est-ce que j'ai une zone blanche? Est-ce que j'ai des fibres noires qui arrivent? Est-ce que je suis équipée
dans l'intégralité des points que je veux couvrir. En fait, c'est un point crucial parce qu'en fait, ce qui est vendeur, c'est la solution cible, c'est comment on va améliorer la vie des gens, des agents, des habitants, etc. Mais pour que ça marche, il faut que ça s'appuie sur... tu dis infrastructure, mais tu as tout à fait raison. L'infrastructure, c'est-à-dire les câbles, optiques, cuivre, c'est aussi électricité, c'est le locaux techniques, c'est des choses comme ça qui peuvent paraître un peu abscons et un peu rébarbatifs. Oui, parce qu'aujourd'hui on oublie. Mais on voilà. a l'impression que tout est dans le cloud, tout est numérique. C'est un peu le plug and play partout, quoi. Et ben non. Et non, pas du tout même. Et non, pas du tout. Et ça veut dire que toutes ces solutions-là sont supportées par justement de l'infrastructure technique, y compris l'électricité, y compris de la clim, y compris des mètres carrés au sol pour pouvoir héberger des baies qui elles-mêmes vont héberger les équipements. Et donc, pour pouvoir faire aboutir un projet dans sa globalité, on est obligé d'intégrer ces éléments d'infrastructure pour pouvoir justement planifier les travaux et les coûts de manière pluriannuelle. Mais ils sont quand même largement plus coûteux que les autres, ces coûts-là. Oui. Parce que aujourd'hui, on a beaucoup de vendeurs de solutions qui vous disent mais vous inquiétez pas, c'est hyper facile, je me déploie partout, il n'y a pas de difficulté. Mais en fait, l'outil n'est pas la solution quand Internet n'arrive déjà pas là où on veut qu'il arrive, où l'électricité est instable et du coup la solution sera instable, le résultat sera pas au rendez-vous. Exactement. Et donc, nous, pour que le projet aboutisse dans des bonnes conditions et pour que les donneurs d'ordre valident les budgets globaux, nous, on intègre toutes les couches dans l'étude et dans la vision initiale, de telle manière à ce que tous les leviers et tous les leviers techniques et les engagements financiers soient bien identifiés dès le départ. Ça, c'est fondamental. Pas de surprise, quoi. Pas de surprise. Donc, on peut parler même du bâti, on peut parler, voilà, je me répète un peu, mais l'électricité, la fibre, la clim, les aménagements de salles, serveurs, de locaux techniques, etc., de supports, d'équipements, de caméras, de lecteurs, etc. Finalement, il y a énormément de gens autour de de technologies autour de la table. Et de services, du coup. Et de services. Et donc, dans les projets, au début de la conversation, on parlait de la pluridisciplinarité. Ben là, c'en est une. C'est-à-dire que, OK, on parle sûreté, on parle IA, mais en dessous, il y a toutes les couches qui font qu'il faut qu'elles soient mises en place. Et là, on a besoin des acteurs autour de la table. C'est-à-dire que les directions immobilières, les directions des services généraux sont partie prenante parce que c'est bien souvent elles qui ont les marchés, qui ont les contrats, qui vont permettre de réaliser les infrastructures, on va dire, passives ou électriques, avant qu'on puisse, nous, y raccorder les solutions technologiques in fine. Et donc, le fait de les embarquer dans l'histoire est fondamental parce qu'on a besoin d'elles pour pouvoir aboutir. Et elles ont besoin d'avoir de la visibilité. Et le fait d'établir des schémas directeurs avec une vision moyen ou long terme, 5 ans par exemple, va faire en sorte qu'elles vont s'approprier le sujet, elles vont les intégrer dans leur propre programme, dans leur propre budget. Et donc, c'est une clé du succès du projet. Si on fait pas ça, on va se confronter, on voudra mettre nos solutions, on sera le bec dans l'eau en disant, ah bah ouais, on veut le mettre, mais on n'a pas les moyens de le faire, de le raccorder. Et donc ça, c'est super important. C'est très frustrant, ça. C'est frustrant. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les clés. Donc on donne les clés aux différents acteurs. On leur explique les enjeux, on leur explique ce qu'ils auront à faire s'ils le veulent bien, s'ils le valident, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise et que les choses soient calées sereinement. Oui, et qu'ils aient au moins une bonne compréhension de là où ils mettent les pieds, en fait. Parce que d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue juridique, d'un point de vue projet, il y a quand même à chaque fois des points à regarder pour s'assurer de la sécurité et vraiment de la faisabilité au sens large du projet. Exactement. Et donc finalement, c'est comme un millefeuille en fait un projet, c'est-à-dire que il y a les fondations. Donc ça, si on n'a pas les fondations, tout s'écroule. Mais il y a également le transport. Et puis après, il y a les aspects solutions en tant que tels. Et puis il y a le cadre réglementaire global dans lequel c'est comme un bac à sable, on s'inscrit. Est-ce que ça marche pas. Et donc c'est le fait que toutes les planètes s'alignent qui font que c'est un succès ou c'en est pas un. Qui font que est-ce qu'on va on va faire le projet dans une difficulté, dans des contraintes personnelles, etc. Ou au contraire de manière super sympa, super fluide, et que tout le monde sera hyper content de collaborer dans un esprit de partenariat. Et donc nous, notre vision, c'est qu'il faut finalement coaliser les acteurs, comme on l'a dit dans le début de la conversation, et ça se fait au début, au milieu et à la fin des missions, des projets, et c'est la capacité de communiquer, d'échanger, d'interagir qui est fondamentale.
Merci beaucoup. Je pense qu'on peut synthétiser en disant que finalement, on a 3 piliers absolument à regarder. L'infrastructure, on l'oublie pas, le réglementaire, et puis la définition du besoin, absolument, la clarifier dès le départ, et donc faire une étude préalable avant de vous lancer dans des projets qui, de toute façon, seront coûteux en termes de temps, en termes financiers, et potentiellement en termes politiques si on n'a pas bien anticipé ces points avant de se lancer. Exactement, exactement. Merci les Gwenolé d'être venu te prêter à cet exercice qui est pas toujours facile. Merci, c'était un grand plaisir. Merci Oriana. Ouais. Et de venir au micro de la Robe numérique. Merci à ceux qui nous ont suivis. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des commentaires et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ce que nous avons abordé aujourd'hui. Merci, à bientôt. Au revoir.